Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer mon bilan lecture d'avril 2025. Je vais organiser cette vidéo de la même façon que la fois précédente à quelques détails près. Je vais reprendre un petit peu toute cette partie statistique par laquelle je vais commencer, où je vais vous parler du nombre de livres que j'ai vus, que j'ai lus, des différents genres que j'ai lus aussi, savoir si j'ai lu plutôt des sagas, plutôt des one-shots, etc., etc. Et ensuite, je vais passer à une partie présentation de ces ouvrages. La dernière fois, j'avais voulu catégoriser tout ça en trop de catégories différentes et en fait, je m'y perds plus qu'autre chose. Donc, comme la dernière fois, j'attrape ma tablette. L'avantage, c'est que ce mois-ci, ça va être assez simple puisque j'ai lu 10 livres. Donc, les statistiques vont être très facile à lire. Donc, encore une fois, comme je vous montrais la dernière fois, j'ai un petit tableur dans lequel je répertorie mes lectures et qui me permet ensuite de tracer des petits graphiques. Comme je disais donc, j'ai lu 10 livres au mois d'avril, donc 9 romans et une seule BD. C'est très rare. D'habitude, je lis pas mal de romans graphiques parce que j'adore ça, mais apparemment au mois d'avril j'ai décidé de me concentrer sur les romans. Ce qui fait un total de 2787 pages lues, ce qui est bien moins important que les mois précédents, mais tout simplement je pense que c'est lié au fait que j'ai lu moins de graphiques, mine de rien ça fait augmenter quand même le nombre de pages lues, parce que je les lis beaucoup plus vite que des pages de romans. Et c'est probablement aussi dû au fait que j'ai beaucoup lu en anglais, et je lis un peu moins vite en anglais qu'en français. Concernant déjà ces statistiques, j'ai lu autant de livres en anglais que de livres en français. Donc 5 livres en anglais, 5 livres en français. Petite déception de ma part. Déception, c'est un bien grand mot. Mais je m'étais fixé comme objectif en 2025 de lire un livre en espagnol tous les mois. Et avril, c'est le premier mois où je ne parviens pas à respecter cet objectif. Mais c'est pas grave, je me dis que pour compenser, le mois prochain, je lirai 2 livres en espagnol. J'espère que je réussirai à m'y tenir, mais j'aimerais vraiment réussir à faire baisser ma pile à lire de livres en espagnol parce que j'en ai acheté pas mal. Et en plus de ça, j'aime bien. Ça me challenge et je trouve ça stimulant. Donc certes, je lis moins vite, mais j'aime beaucoup. Concernant les services de presse, j'ai lu autant de services de presse que de livres venant de ma bibliothèque ce mois-ci. Donc 5 services de presse et 5 livres que j'ai achetés et qui traînaient dans ma bibliothèque. Bien que traîner, c'est pas vraiment le bon mot parce que c'est quand même des achats récents que j'ai lus ce mois-ci. Pour presque tout. J'ai quand même sorti quelques reliques. Une en particulier, je pense que vous allez le voir venir et que vous êtes en train de le voir venir parce que c'est littéralement le livre dont je parle dans toutes mes dernières vidéos. Je pense que ça devient un petit peu redondant, mais au moins c'est bien, ça appuie le propos. J'ai lu que des one-shots, à l'exception d'un début de saga. Donc ça c'est très très cool aussi. C'était jamais arrivé, j'adore commencer des sagas, mais ce mois-ci, je n'ai commencé qu'une seule saga, et encore, je suis pas totalement certaine de la continuer, parce que c'est un premier tome de saga pour lequel on pourrait en s'arrêter là, en fait. Je pense qu'il se suffit à lui-même, donc peut-être que je prendrai le second tome, peut-être pas. Concernant le genre des auteurs que j'ai lu un roman écrit par un homme, 8 romans écrits par des autrices, et un roman écrit par une auteurice. Je vous ai parlé du nombre de pages lues, mais je n'ai pas parlé de la note moyenne que j'ai attribuée aux livres lus ce mois-ci. Je ferai pas le détail des notes que je donne aux livres à chaque fois, c'est encore une fois plutôt pour moi. Mais si je dois noter mon mois de façon générale, et ça c'est intéressant parce que je trouve que ça se reflète assez bien, enfin que je ressens assez bien ces notes-là, et j'avais vraiment l'impression que ce mois d'avril était un bon mois, vraiment au niveau des lectures. Il a pas très bien commencé, mais il a bien progressé, et j'ai la sensation d'avoir lu des livres vraiment cool, et ça se ressent au niveau de la note parce que j'ai une note moyenne de 3,89 sur 5, ce qui est depuis début 2025 mon meilleur mois de lecture. À pas grand chose près, mais mon meilleur mois de lecture. Et enfin, concernant les genres, alors là il me faut la tablette parce que j'ai lu pas mal de genres différents. J'ai lu un roman que j'ai catégorisé en jeunesse qui était du contemporain. J'ai lu 2 romans que j'ai catégorisés en young adulte. Non, ok, j'ai eu un bug avec mon graphique, il va falloir que je le corrige. J'ai lu 2 thrillers policiers, je sais pas pourquoi ils les a mis en young adulte, mais pas du tout. Donc 2 thrillers policiers. J'ai lu un livre de non-fiction, 2 contemporains, 3 livres de fantasy fantastique et un livre que j'ai catégorisé dans la catégorie romance, mais qui est plutôt de la romantaisie pour le coup, romance dans un milieu fantasy fantastique. Et je crois que ça y est pour tout le petit topo concernant ces statistiques. On peut maintenant s'attaquer à la partie je vous présente les livres que j'ai lus et je vous en dis quelques mots. Ok, donc je vais commencer par les livres que j'ai avec moi au format papier,
Et ensuite, je parlerai des livres que j'ai lus au format numérique. Et je prendrai sûrement de nouveau ma tablette pour les résumer et pour en remettre tout ça un petit peu en tête. Donc je vais les prendre dans l'ordre dans lequel ils viennent. Et je vais donc commencer avec le recueil de poèmes que j'ai lu ce mois-ci. Il s'agit de Les Nuits du Cœur de Léa Jeunesse et Célia Saïf. Donc c'est un roman que j'ai acheté lors du Festival du Livre Paris et que j'ai pas lu, mais que j'ai commencé à lire dans le train au retour. Je l'ai terminé un peu plus tard parce que c'est un livre que j'ai pris le temps de découvrir et que j'ai vraiment savouré sur, je dirais, peut-être une semaine et demie, voire 2 semaines. Donc c'est un livre dans lequel les autrices vont se passer la parole et vont toutes les deux, alors je sais pas trop comment elles se sont organisées, mais dans mon esprit, elles représentaient chacune un personnage. Et on est sur 2 personnes qui, durant une nuit entière, vont discuter de pas mal de sujets. Alors elles vont parler de leur place dans le monde, elles vont parler de leurs liens, que ce soit familiaux, liens d'un point de vue amitié, tout ce qui est relationnel en fait. Elles vont parler des amours aussi qu'elles ont et ceux qui sont passés, ceux qui ont fait mal, donc ça va parler de rupture, de tristesse, et vraiment toujours recentré sur « et moi, ma place dans tout ça, elle est où ? Quel est mon ressenti et comment est-ce que je me situe ?» Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors, comme je vous l'avais déjà dit dans le vlog lecture, toutes les thématiques ne me parlent pas personnellement, mais j'ai trouvé que c'était très bien écrit, vraiment. Niveau écriture, je pense que ça fait partie des plus belles écritures que j'ai lues en poésie. Je le recommande vraiment très chaudement. C'est un... Du coup, c'est pas... Si, j'allais dire c'est pas un recueil de poèmes, mais ça en est un, mais pas sur le format habituel qu'on a l'habitude de voir avec une page, un poème. Là, on est vraiment sur... Je vais vous montrer en fait. Sur différentes thématiques. Par exemple, on a ici les personnes mirages. Et suite à ça, d'ailleurs les dessins, les illustrations, je sais pas qui les a réalisés, mais elles sont absolument sublimes. Et derrière, on a, voilà, 2 petites phrases qui nous introduisent un petit peu le sujet de ce chapitre. Et ensuite, 2 personnes qui vont donc parler avec une couleur par personne. Beaucoup aimé le format et beaucoup aimé ce roman, je le recommande vraiment chaudement. Ensuite, je vais passer vite sur celui-ci parce que bientôt vous allez me dire « C'est bon, ça va Mathilde, on a compris, on arrête, on passe à autre chose ». Bien que je ne sois pas encore tout à fait passée à autre chose de mon côté. J'ai lu donc I, Mona Lisa de Natasha Solomons qui a fait l'objet finalement d'un vlog lecture parce que c'est vraiment, je pense, le livre que je prône dans ce vlog lecture et que j'ai absolument adoré, je pense qu'on peut dire, sans trop m'avancer. J'ai du mal, il me faut souvent du temps pour digérer mes lectures et pour estimer si oui ou non ça a été un coup de cœur. Et là, je pense pouvoir dire qu'en effet, ça a été un coup de cœur. Désolée pour les personnes qui ont déjà vu mes précédentes vidéos, je vais peut-être me répéter, mais je vais essayer de le faire condenser cette fois-ci. Nous suivons donc Mona Lisa qui va nous parler à la première personne et nous décrire sa vie et tout ce qu'elle a pu voir, donc de l'époque de sa création jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'était très contemplatif, c'était très intéressant sur plein de vues, que ce soit concernant les différentes époques, mais aussi concernant différentes personnalités de toutes ces époques. J'ai trouvé ça très prenant, pas du tout, à aucun moment je me suis ennuyée, alors que ça peut être un roman qui porte à, je dirais pas à l'ennui, mais qui aurait pu tirer en longueur, et je trouve que c'est pas du tout le cas. Et je tenais aussi à dire que j'ai appris beaucoup de choses et que je me suis découvert une petite passion pour Léonard de Vinci. Je crois que j'avais déjà visité un de ses musées à Milan et donc déjà c'était très intéressant d'avoir et ma vision des différentes œuvres à lui que j'ai pu voir dans ce musée et du coup de lire ce livre en parallèle, ça a donné une dimension assez chouette. Surtout, je trouve que Mona Lisa, c'est un tableau. Il s'est passé plein de choses, il a été volé, j'étais même pas au courant que le tableau avait été volé, et je trouve que du coup il y a plein de petits points historiques comme ça que j'ai retrouvés, et de faits historiques que j'ai retrouvés dans ce livre qui m'ont permis d'apprendre plein de choses, et donc je suis vraiment ravie de l'avoir découvert, et de l'avoir enfin sorti de ma pile à lire, parce que comme je disais en début de vidéo, j'ai surtout lu des livres récemment ajoutés à ma pile à lire, pas celui-ci. Celui-ci, je pense que je l'ai acheté il y a facilement 2 ans. Je vais donc enchaîner avec 2 romans jeunesse que j'ai lus, dans des styles très différents. Donc tout d'abord, j'ai lu Impossible créature de Catherine Rundell, qui est un roman jeunesse dans lequel on a un monde, donc notre monde actuel, et dans notre monde actuel, il existe des endroits cachés, un peu secrets, qu'on appelle les archipels, sur lesquels des créatures mythiques continuent de vivre, c'est-à-dire tout ce qui est... je vais vous donner des exemples. Tout ce qui est licorne, tout ce qui est kraken, tout ce qui est dragon, griffon, centaure, chimère, tout ça, ça existe sur ces îles-là. Mais vu que c'est des espèces qui sont protégées, eh bien, on ne les fait pas évoluer.
avec les humains. Et donc il y a des gens qui protègent ces espèces-là. Et on va suivre donc une jeune fille qui s'appelle Mal, qui est née dans une de ces archipels, et un jeune garçon qui s'appelle, je sais pas pourquoi, je ne retiens pas son prénom, Christopher, qui lui par contre va naître dans notre monde réel et qui un jour va apprendre que son grand-père et son grand-père maternel et toute la lignée de sa mère finalement, qui est récemment décédée, sont des protecteurs finalement des portes entre le monde réel et l'univers de ces archipels. Et il va être donc projeté dans ces archipels pour essayer de venir en aide aux créatures mythiques, parce que il se trouve qu'il se passe des choses un petit peu étranges dans ces archipels et qu'on a des créatures mythiques qui tombent malades, qui meurent spontanément et personne comprend trop pourquoi. Et donc Mal et Christopher vont mener leur enquête. Voilà pour le résumé dans les grandes lignes. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé l'idée générale du roman. C'est un livre que j'aurais absolument adoré, je pense, découvrir à 10, 11, peut-être 12, 13 ans plutôt. La seule chose que je lui reproche, c'est que je trouve que ça a fini par tirer un peu en longueur et j'ai un peu perdu de l'intérêt pour ce livre une fois que j'ai passé on va dire la moitié. Aussi, j'étais assez surprise parce que je trouve qu'on... C'est peut-être un spoil, donc si jamais vous voulez pas savoir, passez, je vous dirai quand est-ce qu'il faut revenir. Je trouve qu'on... potentiellement, on tue un peu trop de personnages. C'est un truc qui m'a un peu surpris. C'est-à-dire que le livre fait presque 500 pages, mais c'est écrit très gros. Et je trouve que pour un jeunesse, on perd énormément de personnages. Et moi, personnellement, j'aime bien quand les personnages meurent. Je trouve que ça donne du réalisme, c'est top. Mais là, c'était trop pour moi. Fin du spoil. En dehors de ça, j'ai vraiment beaucoup aimé la relation qui évoluait entre deux personnages secondaires. Voilà. Globalement, j'ai aimé les personnages secondaires, j'ai aimé les personnages principaux, mais j'ai trouvé qu'arrivé à la moitié, on tournait en rond et la problématique c'était un peu toujours mais si, il faut que tu fasses ça, non, je veux pas faire ça, mais si, il faut faire ça, non, je veux pas faire ça, bon d'accord, je le fais. C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Mais encore une fois, je pense que ado, pré-ado, j'aurais vraiment bien aimé cette histoire. Dans un tout autre registre, un autre jeunesse que j'ai lu ce mois-ci, c'est cette fois-ci un service de presse dont je vous ai déjà vaguement parlé dans mon dernier bilan lecture. Il s'agit de La guerre de Jeanne de Koshka que j'ai reçu de la part des éditions Flammarion et que j'ai vraiment beaucoup aimé pour le coup. C'est donc un livre dans lequel on va suivre Jeanne qui va lors d'un cours d'histoire apprendre des choses sur la Seconde Guerre mondiale. Donc elle avait un peu une idée vague de ce qui s'y était passé, elle avait un peu les grandes lignes, et là, sa prof d'histoire va un peu plus rentrer dans les détails, et elle va se trouver complètement déboussolée face à ces nouvelles informations qu'elle a apprises concernant ce conflit, et elle va prendre la décision de faire des recherches de son côté parce qu'elle est très curieuse, elle a vraiment ce besoin de savoir, et elle trouve que les cours ne vont pas assez loin, en gros, et du coup, elle va vraiment chercher à creuser ce qui s'est passé exactement pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle va partir, elle va faire la demande à ses parents de rater les cours pendant plusieurs jours. Alors je crois que c'est l'équivalent de 3-4 jours peut-être, pas plus d'une semaine, pour pouvoir justement aller à la médiathèque et se renseigner. Elle va faire des rencontres dans cette médiathèque qui vont un petit peu guider son chemin et la fin de ce livre, et elle va un peu embarquer finalement sa classe dans ses recherches et dans cette quête et cette envie de savoir. Et j'ai trouvé que c'était très très bien construit, très facile à lire, très clair. Franchement, je trouve que c'est un très très bon livre. Je sais pas à partir de quel âge est-ce qu'il le conseille, mais c'est un très très bon livre pour parler justement de cette guerre. Très contente de l'avoir reçu. Ensuite, comme tous les mois, j'ai lu ce mois-ci le livre La lecture commune du club de lecture auquel je participe. Et cette fois-ci, c'était une exécution de Dania Kukavka qui a été sélectionnée. Donc le principe, c'est qu'on propose tous des livres tous les mois, et le livre qui obtient... On propose pas des livres, on propose des résumés, sans titre, sans couverture, sans auteur, pour pas être influencé. Et le résumé qui tente la majorité de personnes est sélectionné, et donc on lit le livre sélectionné. Et donc ce mois-ci, c'était celui-ci. Et oui non, c'est-à-dire que ça c'est vraiment un oui non. J'ai aimé l'idée, c'est-à-dire que là on va suivre comment exprimer, c'est vraiment pas évident à expliquer. On va partir du début peut-être. C'est un décompte, donc comme le titre l'indique, jusqu'à l'exécution d'un homme qui a assassiné 3 jeunes filles lorsqu'il était lui aussi un jeune homme. Donc je crois qu'ils avaient tous 17 ans. Cette personne-là a été emprisonnée et aux États-Unis, il va être condamné à mort, et donc on a ces chapitres à lui sur son ressenti à lui face à cette exécution, qui est donc sous forme, comme je vous le disais, de décompte, à savoir qu'on commence à je sais pas combien d'heures avant l'exécution. Je sais pas ce que c'est le tout premier... 12 heures avant l'exécution, jusqu'à arriver au moment de l'exécution. Et donc les chapitres, ce décompte-là,
concernant les points de vue de cet homme sont entrecoupés de chapitres concernant des narrations de femmes qui sont liées de près ou de loin à cet homme condamné, pardon. Et donc on a par exemple des premiers chapitres qui concernent sa mère à lui, qui va expliquer un petit peu sa grossesse, les premières années. On a des chapitres qui vont aussi concerner les personnes, les jeunes filles qu'il a assassinées. On va avoir des chapitres aussi sur la sœur d'une de ses compagnes. Enfin, on a vraiment un méli-mélo de narrations de femmes qui vont un petit peu permettre d'avoir vraiment une idée de ce personnage. Et je crois que ce que je reproche à ce livre, c'est que moi, j'étais partie dans ma lecture en pensant, suite à la lecture du résumé, qu'on allait vraiment mettre l'accent sur les femmes dans ce livre et sur les victimes et non pas sur le criminel. Et en fait, je trouve que c'est pas assez fait. Je trouve qu'on continue à tourner toujours autour de ce criminel, autour du culte du tueur en série et qu'on s'est vraiment pas assez décroché de ça et c'est ce que je lui reproche principalement. Je lui reproche aussi d'avoir voulu multiplier les thématiques abordées, ce qui a pour moi mené à des thématiques, je vais pas dire mal abordées, mais je dirais plutôt grossièrement abordées. Voilà, c'est ce que je lui reproche principalement. Après, c'était quand même un livre que j'ai lu très rapidement, avec beaucoup de fluidité, et la plume était très très bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et une thématique qui restait quand même très intéressante du début à la fin. J'ai eu des interrogations, ça m'a tenu en haleine, voilà, sur ce point-là, sur ces points-là, pas de souci, mais j'ai des reproches à lui faire qui font que c'était pas vraiment la lecture que j'en attendais. Le seul roman graphique que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit d'un service de presse que j'ai reçu de la part des éditions Bliss. Et c'est donc Le Chant de nos pas de Kay O'Neill, qui est un auteurice que j'avais découvert avec La Société des Dragontés, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Alors déjà, j'adore les dessins, mais ça, c'était rien de nouveau. Je vous les montre. Ils sont comme ceci. Ah, c'est ici. L'auteurice du cercle du Dragonté. Pardon. On va suivre Rohan, qui est un ranger, qui cherche absolument à se démarquer. Sauf que Rohan va, lors d'une mission un peu trop en demander à son... c'est un dragon, un cheval ailé. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, un cheval ailé. Un cheval ailé, c'est suffisant, un griffon, une licorne, je ne sais pas. Un cheval ailé. Et son cheval ailé va se blesser. Et donc Rohan va se retrouver à être mis, entre guillemets, de côté. Et donc elle va faire la rencontre de Léon, qui est un berger qu'on voit juste ici. D'ailleurs, je vous ai pas dit, ça c'est Rohan, ça c'est Léon. Qui passe principalement ses journées à jouer du violon, sauf que Léon, on sent que le violon c'est sa passion, mais il y a un truc derrière qui fait qu'il refuse de jouer pas du tout, qu'il refuse de jouer devant un public, mais jouer devant Rohan le dérange pas trop. Voilà, donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, où on va suivre deux destins bien différents, et c'était une bonne lecture tout du long, et j'ai été assez surprise parce qu'arrivée sur les derniers chapitres, j'ai eu un petit frisson de, je sais pas comment expliquer, je vis un super moment de lecture. Et avec presque les larmes aux yeux, je me suis dit, ok, l'histoire m'a vraiment parlé et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je n'ai plus de batterie, je n'ai plus d'espace de stockage, donc je vais faire très vite sur les lectures numériques. Ici, je vais commencer par celle-ci qui ne m'a pas plu et qui est, je pense, la lecture que j'ai le moins aimée ce mois-ci. Il s'agit de My Loving Husband de Cheryl Brown. Donc, je vous explique comment est-ce qu'il est vendu. Ce livre-là, il est un petit peu vendu comme une femme reçoit des SMS d'une personne inconnue qui lui dit que son mari va la tuer. Et donc, je me suis dit, ok, on est sur une enquête. En fait, pas du tout. C'est plutôt l'histoire d'une femme qui reçoit des SMS impliquant le fait que son mari est infidèle. Et il se trouve que le mari a en effet des choses à cacher. Sauf qu'on comprend d'entrée qu'il est pas du tout infidèle et qu'il a juste un truc à cacher. Et le livre est un peu un condensé de « Oh non, je veux lui dire, mais je peux pas lui dire ». Et une fois que le mari se dit « Ok, c'est bon, je lui dis les choses », elle passe en mode Non, mais en fait, je veux pas d'explication, je veux pas savoir, tu m'as trahi ». Ça m'a gonflé. Voilà, toute sincérité, j'ai pas trouvé ça pertinent et j'ai lu en diagonale jusqu'à la fin et les révélations finales ne m'ont même pas convaincue. Donc vraiment, pas une lecture très bien. Et j'ai oublié de préciser que c'était un service de presse que j'ai reçu à travers la plateforme NetGalley. Ensuite, j'ai écouté en audio d'ailleurs Everything is Tuberculosis de John Green, qui est l'auteur de The Fault in Our Stars et de Qui es-tu Alaska principalement. Je crois que c'est fait partie des deux romans qu'il a écrits qui ont vraiment marqué mon adolescence et j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vraiment un livre sur la tuberculose et l'histoire
le côté historique de la tuberculose, ponctué de plein de petites anecdotes mi-terrifiantes, mi-pertinentes. Il y a des choses, j'ai entendu, j'ai découvert des choses, je me suis dit mais c'est pas possible. Donc j'ai appris plein de choses. Parfois, je dirais qu'il dit trop de choses, pas vraiment trop de choses, mais c'est un livre assez court, hein, mais c'est très dense en informations, donc j'ai pas tout retenu. Mais j'ai appris plein de choses et c'est typiquement le genre de livre que j'ai aimé écouter en audio parce que vraiment j'avais l'impression d'écouter un petit podcast, mais que j'ai envie d'acheter en papier pour surligner et pour rattraper, peut-être relire certains passages pour peut-être plus m'imprégner de tout ce qu'il a dit et retenir un maximum de choses. Ensuite, je vais parler de celui-ci comme ça, ce sera fait parce que ça va aller très vite. J'ai lu The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy de Brigitte Naglets, qui est une autrice de fanfiction Dramion, qui sort donc son premier roman, très inspiré du coup, si j'ai bien compris, des fanfictions de Dramion qu'elle a pu écrire. Et j'ai vraiment pas du tout accroché. Alors je pense que je me suis bloquée d'entrée parce qu'elle commence son livre avec un glossaire. J'avoue que souvent les glossaires en début de livre, je les lis pas ou je les survole un petit peu en me disant on va m'expliquer plus en détail derrière et je pourrais revenir au glossaire pour pouvoir me remettre en tête certaines choses. En fait pas du tout, elle a vraiment jeté son glossaire, c'est mon ressenti, elle a rejeté son glossaire et elle part dans son histoire en partant du principe que tout le monde a lu, compris, intégré le glossaire et donc elle n'explique plus rien derrière. Et alors ça, j'avoue, ça me... Parce que du coup, je comprends pas ce qui se passe. Et lire une romance un peu fantasy qui est supposée se lire vite de façon fluide, en revenant constamment au début au glossaire, ça le fait pas pour moi. Et en plus de ça, c'était... je sais pas comment exprimer, j'ai eu le même ressenti, comme je vous le disais déjà dans le vlog de lecture, j'ai le même ressenti que lorsque j'ai lu Assistant to the Villain, à savoir que j'ai pas accroché, je sais pas, c'était le rythme, je pense, imposé au récit qui m'a fait, qui fonctionne pas du tout avec moi. Par contre, si vous avez aimé Assistant to the Villain, je pense que vous aimerez celui-ci. Le dernier livre que j'ai lu au format numérique, il s'agit de, s'il vous plaît, une haie d'honneur, Among the Burning Flowers de Samantha Shannon, que j'ai aussi reçu en service de presse grâce à la plateforme NetGalley, tout comme The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy, je l'ai pas précisé mais c'était aussi un service de presse, j'oublie toujours de le préciser. Je vais pas dire grand chose à part incroyable, je veux pas vous spoiler, c'est un livre qui sort en septembre, je ne dirai rien de plus à part extraordinaire, c'est un préquel au Prieuré de l'Oranger et c'était extraordinaire. Je peux pas développer plus que ça, juste Samantha Shannon en fait. Samantha Shannon. Et voilà donc pour mon bilan lecture du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis assez satisfaisante. Non. Je suis assez satisfaite de ce bilan et de ces lectures du mois d'avril. J'ai moins lu niveau quantité de pages. Par contre, j'ai lu quasiment que des romans, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et surtout, j'ai eu d'excellentes lectures. La qualité prime sur la quantité, donc bon, rien à faire d'avoir moins lu que d'habitude. Ça ne me gêne pas du tout. Surtout que c'était un peu un mois de transition pour moi parce que côté professionnel, les choses bougent un petit peu de mon côté et ma routine est éclatée. Donc j'ai beaucoup de temps, mais je ne sais pas comment le gérer et comment... J'ai du mal à m'organiser, en gros, dans mes journées et à me sentir productive avec des journées très libres. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'ici. J'espère que certains romans vous tenteront. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous en avez lu certains ou si certains vous tentent. Et surtout, j'ai vu plusieurs commentaires sur mes précédentes vidéos disant que certains d'entre vous ont acheté I, Mona Lisa. Je suis absolument ravie. N'hésitez pas à venir me faire vos retours une fois que vous l'avez lu, qu'il soit positif ou négatif. Je suis vraiment ultra curieuse de savoir ce que vous pensez de ce livre parce que je pense que c'est un livre vraiment particulier. Je m'engage à moins se parler de ce roman à partir de maintenant et peut-être à me focus sur d'autres romans parce que vous allez en avoir jusque-là de m'entendre parler que de ça. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!